All rise. Pouvez-vous lever? The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Vous asseoir. Good morning, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. Situation en République démocratique du Congo. Affaire le procureur contre Thomas Lubanga Dilo. Référence de l'affaire ICC 0104-0106. Nous sommes en audience publique. Le Président. Micro, s'il vous plaît. Micro du Président. Okay. I will start from the beginning. My name is Donc, je suis Piotr Hofmanski et je suis le juge président en cette affaire. Cet arrêt interjeté dans l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga Dilo. Mais les juges qui sont sur ce panel dans cet arrêt sont le juge Chile Eboe Osuji, juge Howard Morrison, juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza et juge Solomi Balungi Bossa. Puis-je demander aux parties et aux participants de se présenter, s'il vous plaît? Commençons par la défense. L'équipe de défense est représentée par Virginie Lefebvre sur ma gauche, qui est case manager dans le dossier, Jean-Marie Bijoux-Duval sur la droite, qui est le conseil adjoint dans cette affaire, et moi-même, Catherine Mabille, le conseil principal. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci. Les victimes VO1, s'il vous plaît. L'équipe VO1 est représentée par moi-même, Evelyne Ombeni, et notre stagiaire, Madame Estelle Veravez. Thank you very much. And Le Président, merci. Les victimes V02, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président. L'équipe VO2 est représentée par Maître Joseph Keta, assisté de Sylviane Gloginon. thank you very much. And then Je vous remercie. Maintenant, le PCV, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président. Le bureau des représentants des victimes est représenté aujourd'hui par Madame Sarah Pellet, Maître Caroline Walter et moi-même, Paulina Massida. Conseil principal, le Président, merci. Et maintenant, le Fonds pour les victimes, s'il vous plaît. Bonjour, le Fonds pour les victimes est représenté par Monsieur Sheikh Fall, Tars von Litzenbach et moi-même, Peter de Baan. Le Président, merci beaucoup. La Chambre d'appel aujourd'hui va rendre son arrêt dans les deux appels interjetés en application de l'article 82.4 du statut par M. Lubanga et le groupe VO1 des victimes contre la décision sur le montant des réparations dont est responsable Thomas Lubanga. Décision que la Chambre de première instance 2 a rendue le 15 décembre 2017. La décision de la Chambre de première instance sera appelée ici la décision contestée. L'arrêt de la Chambre d'appel a été rendu à l'unanimité. Les juges Eboe Osuji et la juge Ibáñez Carranza annexant des opinions séparées. Le résumé dont je vais faire lecture aujourd'hui ne fait pas partie de l'arrêt. Veuillez noter que seul l'arrêt écrit et les deux opinions séparées annexées font foi et seront distribuées rapidement. Monsieur Lubanga a été condamné le 14 mars 2012 des crimes d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans au sein du FPLC, Force patriotique pour la libération du Congo, et de les utiliser
activement dans les hostilités. Le 7 août 2012, la Chambre de première instance 1 a rendu sa décision sur les réparations, qui a ensuite fait l'objet d'un appel. La Chambre d'appel, le 3 mars 2015, a rendu son arrêt portant sur ces appels. La Chambre d'appel a modifié le jugement de la Chambre de première instance 1 et a rendu une ordonnance de réparation modifiée. Dans son arrêt, la Chambre d'appel a conclu, entre autres, qu'il était approprié de rechercher de façon exceptionnelle l'assistance du Fonds pour les victimes pour lui demander de fournir les sommes qu'elle considère comme étant nécessaires pour remédier aux crimes pour lesquels M. Lubanga a été condamné. Fin de citation. La Chambre d'appel a fait remarquer que la décision sur la Chambre de la Chambre de première instance sur le montant de la somme dont était responsable M. Lubanga en matière de réparation pourrait faire l'objet d'un appel. La décision de la Chambre de première instance du 15 décembre 2017, donc que nous appelons la décision contestée, définit le montant de la responsabilité monétaire de M. Lubanga et c'est cette décision qui a fait l'objet d'un appel. Dans cette décision, la Chambre de première instance a déclaré que M. Lubanga était responsable des réparations à hauteur de 10 millions de dollars américains pour les 425 victimes que la Chambre avait considérées comme étant éligibles pour obtenir des réparations et, je cite, toute autre victime qui éventuellement pourrait être identifiée. Le 15 janvier 2018, les victimes V01 et M. Lubanga ont déposé des notifications d'appel contre cette décision. M. Lubanga a soulevé 6 moyens d'appel contre la décision contestée et les victimes V01 en ont soulevé 3. Mais avant d'aborder ces moyens d'appel, la Chambre d'appel a pris en compte 4 questions préliminaires. Très brièvement, la Chambre d'appel rejette la demande apparente des victimes V1 aux fins de contester le statut de l'OPCV dans le cadre de cet appel. Accepte la réponse consolidée des OPCV, même si ce n'est pas prévu expressément dans les dispositions. Ensuite, rejette la demande de l'OPCV aux fins de rejeter l'appel dès le départ, en considérant en effet que cette requête n'est pas motivée, et rejette la demande de M. Lubanga de suspendre la décision de la Chambre de première instance du 7 février 2019, en faisant remarquer d'ailleurs que cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Étant donné que certains moyens d'appel ont des points communs, la Chambre d'appel les a regroupés. Il y aura donc 4 moyens d'appel portant sur le système de dons des réparations, 3 moyens d'appel portant sur l'évaluation des demandes individuelles et sur le critère d'administration de la preuve et 2 autres sur 2 autres points. Alors commençons par le système aux fins d'octroi de réparation. Les 4 moyens d'appel qui concernent ce système sont les premiers et 4e moyens de M. Lubanga et le premier et 2e moyen d'appel des V01. Les motifs de cet appel soulèvent la question de la méthodologie de la Chambre de première instance, considérant qu'il n'avait pas été correct, que cette démarche n'avait pas été correcte pour décider de la somme des réparations pour lesquelles M. Lubanga pourrait être tenu responsable et concernant sa décision quant à l'éligibilité pour les réparations de certaines victimes individuelles. Donc, quand on les met ensemble, ces moyens portent sur le système mis en place pour octroyer les réparations collectives. Au titre de son premier moyen d'appel, M. Lubanga fait valoir que la Chambre de première instance a fait une erreur en prenant en compte des victimes qui n'avaient pas déposé de demande de réparation lorsqu'elles n'avaient pas trouvé de circonstances exceptionnelles pour le faire. M. Lubanga
considère que dans le statut, cela n'est autorisé que s'il y a des circonstances exceptionnelles. La Chambre d'appel fait valoir que la restriction présentée par M. Luboga n'existe pas dans le statut. Il serait donc incorrect de considérer que le nombre de victimes ne peut être établi qu'en se basant sur les demandes individuelles de réparation reçues ici à la Cour. La Chambre d'appel considère qu'il ne faudrait pas qu'une chambre de première instance soit contrainte dans sa détermination uniquement parce que toutes les victimes ne se sont pas présentées à la Cour et n'ont pas fait la requête officiellement. Pour arriver à cette détermination, la Chambre de première instance doit prendre en compte la portée des dégâts dans la réalité en se basant sur les crimes pour lesquels la personne accusée a été condamnée. La Chambre d'appel considère donc que lorsqu'il faut décider quelles réparations sont correctes, une chambre de première instance doit prendre en compte aussi les droits du condamné. Donc ces réparations et l'ordonnance de réparation ne doivent pas aller au-delà des crimes pour lesquels la personne a été condamnée. Et il faut donner à la personne condamnée la possibilité suffisante de présenter des écritures quant à la portée des réparations, la portée de la victimisation qui demande à être, auquel on demande remède, le type de réparation, etc., afin de satisfaire aux exigences d'équité. Si la Chambre de première instance estime que si la Chambre de première instance se base sur un nombre de victimes, cette estimation doit être basée sur des preuves suffisamment solides. Toute incertitude doit être résolue en faveur du condamné. Par exemple, en abaissant le nombre de victimes ou en rabaissant la responsabilité engagée. La Chambre d'appel rejette donc ce moyen d'appel. Maintenant, au titre de son quatrième moyen d'appel, M. Luboga fait valoir que la Chambre de première instance a fait une erreur en n'octroyant pas une somme contre lui qui ne se soit basée que sur le coût des réparations collectives. La Chambre d'appel a considéré que le montant de la responsabilité financière du condamné doit être établi en prenant en compte le coût des réparations considérées comme étant appropriées et qui seront mis en place, et cela peut comprendre des programmes de réparation et les différents deuils soufferts par les différentes victimes, que ce soit des victimes individuelles, directes ou indirectes, et les victimes de façon collective. Pour établir la somme, la Chambre de première instance doit aussi s'assurer qu'elle prend en compte les droits et les intérêts du condamné. Le but de l'exercice est de définir une somme qui est juste et qui reflète correctement les droits des victimes, en gardant à l'esprit, bien sûr, les droits de condamnés. Toutes les informations et tous les éléments de preuve sur lesquels la Chambre de première instance s'appuie et qui ne lui permettent pas de déterminer avec précision la somme engagée en matière de responsabilité, parce que, par exemple, elle ne peut pas obtenir d'informations précises quant au coût des programmes spécifiques de réparation. Dans ce cas-là, avec prudence, elle peut se baser sur des estimations. La Chambre d'appel a considérer que les deux montants pris en compte par la Chambre de première instance lorsqu'elle a octroyé les réparations, c'est-à-dire 3 400 000 $ américains pour les 425 demandeurs qu'elle a considérés comme étant admis au programme et 6 600 000 € pour les autres victimes, dollars américains bien sûr, pour les autres victimes qui ne se sont pas encore présentées. La Chambre, évidemment, de première instance, aurait pu être plus claire quant à expliquer comment elle avait établi cette somme. Mais M. Luboga n'a pas démontré que la Chambre a fait des erreurs dans ses conclusions. Ce moyen d'appel est donc rejeté. Maintenant, le premier moyen d'appel des victimes, V01.
ces victimes ont fait valoir que la Chambre de première instance avait fait une erreur en évaluant les demandes individuelles présentées par les victimes et avait été au-delà du mandat qui lui avait été délégué par la Chambre d'appel. La Chambre d'appel considère que ni les dispositions pertinentes ni les arrêts précédents de la Chambre d'appel ont empêché la Chambre de première instance de procéder de la sorte, de procéder comme elle l'a fait. Et donc a rejeté ce premier moyen d'appel. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième moyen d'appel, les victimes V01 vont valoir que la Chambre de première instance a fait une erreur en évaluant l'éligibilité des personnes quant aux réparations en se basant sur différentes procédures. En effet, les victimes participantes ont été induites en erreur car il y a eu énormément de contradictions suite aux différentes décisions de différentes chambres, suite aux décisions de la Chambre, différentes interprétations du fonds pour les victimes qui pouvaient être différentes. Et de ce fait, les victimes participants ont subi un préjudice. La Chambre d'appel considère que lorsque l'on regarde le procédure, il est clair que les victimes participantes auraient dû être averties du fait que la Chambre de première instance avait l'intention de réexaminer leur statut en tant que victime aux fins de la procédure de réparation. Et donc, cette partie de leur argument a été rejetée. Quant à savoir si les victimes participantes, les premières victimes participantes ont été induites en erreur du fait des contradictions entre les différentes décisions et donc ont été handicapées par rapport aux futures victimes, eh bien, la Chambre d'appel s'est penchée sur la genèse de la procédure et accepte en effet qu'il y a eu des différentes approches, il y a des ambiguïtés qui ont été créées de ce fait et que cela a amené à une certaine incertitude quant à savoir ce que l'on demandait aux victimes potentielles lorsqu'elles présentaient leurs demandes. Cela a aussi pu avoir un impact sur la façon dont les différentes entités ont interviewé les victimes potentielles et ont préparé leur dossier. Il est donc possible qu'en résultat, certains récits inclus dans les dossiers des victimes étaient bien plus étoffés et détaillés que d'autres, et qu'ils étaient aussi étayés par beaucoup plus d'éléments de preuve. Ce qui aura peut-être eu pour conséquence que la Chambre de première instance trouve certains dossiers insuffisants quant aux éléments permettant d'étayer les allégations des victimes sur leur souffrance. La Chambre d'appel considère que la procédure générale suivie par la Chambre de première instance dans l'évaluation des conditions d'admissibilité n'a pas veillé à assurer des conditions égales pour toutes les victimes et constitue donc une erreur. Cette erreur entache sérieusement la décision attaquée, puisque certaines des victimes concernées auraient pu être considérées comme admissibles si elles avaient su ce qui était attendu de leur part en présentant leur dossier, et la Chambre de première instance aurait pu leur donner une nouvelle possibilité de compléter leur dossier ou de préciser leur récit. La Chambre d'appel a également étendu dans sa décision, étendu cette décision aux autres victimes dont les demandes avaient été rejetées, mais qui n'étaient pas représentées par le groupe victime V01. La Chambre d'appel modifie en conséquence la décision contestée, en ceci que la Chambre de première instance conclut que 48 personnes n'avaient pas établi, selon la norme de preuves requise, qu'elles pouvaient prétendre à réparation en l'espèce. La décision attaquée est ainsi modifiée de telle sorte que les victimes dont la Chambre de première instance a considéré qu'elles n'étaient pas admissibles à des réparations et dont elle a considéré qu'ils n'avaient pas suffisamment étayé leurs allégations, y compris en fournissant des documents à l'appui, a eu pour conséquence de ne pas suffisamment informer les victimes des conditions d'admissibilité et que celles-ci peuvent demander une nouvelle évaluation de leur admissibilité par le Fonds au profit des victimes. Ainsi, il en va de même pour d'autres victimes qui pourraient se présenter ou se manifester dans les autres phases de mise en œuvre, comme cela a été envisagé par la Chambre de première instance dans la décision attaquée. La Chambre d'appel considère également que toute recommandation relative à l'admissibilité faite par le Fonds au profit des victimes doit se faire sous réserve de l'approbation de la Chambre de première instance. S'agissant des victimes V01, le troisième moyen d'appel,
Ces victimes font valoir que la Chambre de première instance a fait fi de l'évaluation de leurs conditions d'admissibilité, telles qu'effectuées par le Fonds profit des victimes, et expliquent comment l'évaluation a été effectuée. Eu égard à la conclusion tirée relativement au deuxième moyen d'appel, la Chambre d'appel considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ce moyen d'appel et que par conséquent il le rejette parce que sans objet. Les moyens d'appel suivants se rapportent à l'évaluation effective de 473 demandes individuelles de réparation ainsi qu'à la norme de preuve requise. Elle se rapporte également à la détermination relative à 425 victimes qui ne sont en fait qu'un échantillon représentatif des victimes admissibles potentielles ainsi que les centaines voire les milliers de victimes qui ont subi un préjudice des conséquences des crimes pour lesquels M. Lubanga a été condamné. Cela donc a trait au deuxième et au troisième moyen d'appel, ainsi qu'au troisième moyen d'appel des victimes V01. Et je viens de résumer donc la conclusion de la Chambre d'appel sur ces points. S'agissant du deuxième moyen d'appel, M. Lubanga conteste les conclusions de la Chambre de première instance concernant les 425 victimes dont elle a estimé qu'elles pouvaient prétendre à réparation, ainsi que les conclusions de la Chambre en ce qui concerne les centaines, voire les milliers d'autres victimes, y compris celles qui pourraient éventuellement se manifester au stade de la mise en œuvre. La Chambre d'appel a traité des arguments soulevés et a conclu que M. Lubanga n'avait pas adéquatement exposé d'erreur. Au titre de son troisième moyen d'appel, M. Lubanga prétend que la Chambre de première instance a commis une erreur s'agissant des expurgations qu'elle a autorisées et qui ont été appliquées aux demandes de réparation qui lui ont été communiquées. Il fait valoir que le niveau d'expurgation l'a empêché de répondre adéquatement. La Chambre d'appel note que le principe directeur s'agissant des chambres de première instance doit être de veiller à ce que la personne condamnée, puisque visée par le procès, ait l'occasion et la possibilité significative de contester les informations sur lesquelles se fonde une chambre autorisant des octrois à son encontre. La Chambre d'appel note également que le but ultime pour lequel la Chambre de première instance a utilisé les demandes de réparation en l'espèce était limité. À cet égard, même si la Chambre de première instance s'est prononcée sur l'admissibilité des 473 victimes qui ont déposé un dossier auprès d'elle, il n'est pas clair que la Chambre d'appel ou la Chambre d'appel considère que le montant financier, l'octroi total de 10 millions de dollars aurait changé de façon significative si le nombre de victimes admissibles était différent. L'octroi global était fondé, entre autres, sur les conclusions de la Chambre de première instance qui estime que des milliers, voire des centaines, voire des milliers d'autres victimes pourraient prétendre à réparation au stade de la mise en œuvre des réparations. La Chambre d'appel rappelle que dans ce contexte, la Chambre de première instance a évalué les 473 dossiers, à titre d'exemple, dans le but de déterminer la responsabilité financière globale de M. Lubanga, sachant que des victimes pourraient éventuellement être identifiées. Ces considérations ont guidé la Chambre d'appel dans son évaluation des arguments précis faits avancés par M. Lubanga. La Chambre d'appel a examiné ces arguments et a considéré qu'il n'a pas réussi à exposer d'erreur. Par conséquent, la Chambre rejette ce moyen d'appel. Les deux moyens d'appel restants sont les 5e et 6e moyens d'appel. Le 5e moyen soulève la question de savoir comment l'on peut prendre en considération, dans le calcul de la valeur financière de la responsabilité d'une personne au titre des réparations, le rôle de la personne condamnée dans la commission des crimes en question, ainsi que
le rôle d'autres co-auteurs possibles et de prendre en considération également d'autres questions qui peuvent être soulevées pour atténuer la responsabilité de la personne condamnée. Dans son 6e moyen d'appel, M. Lubanga soulève la question de l'application de la règle de prohibition des jugements ultra petita dans le cadre des procédures en réparation devant la Cour. La Chambre d'appel rejette les 2 moyens d'appel, estimant que M. Lubanga n'a pas exposé d'erreur dans les conclusions tirées par la Chambre de première instance. La Chambre d'appel conclut que la décision attaquée est confirmée sous réserve d'une modification qui a déjà été décrite. Comme nous l'avons déjà indiqué, le juge Eboué Osuji déposera une opinion séparée et la juge Ibanez Carranza déposera une opinion séparée dans laquelle elle précise que si elle est d'accord avec le résultat du jugement commun, elle apporte d'autres clarifications sur la question pertinente, sur des questions pertinentes. Elle considère que d'après les moyens d'appel pertinents et les observations présentées par les parties et les activités effectuées par le Fonds au profit des victimes, ainsi que les méthodes de travail suivies par la Chambre de première instance au stade de la mise en œuvre, que des malentendus, des appréciations erronées, des difficultés sont à retenir. La première est la suivante. La nature de la procédure de réparation devant cette Cour et la nature ainsi que la portée des réparations pour crimes relevant de la compétence de la Cour. Deuxièmement, la portée et l'ampleur des préjudices et des dégâts et l'ampleur et la portée des victimes ou de la nature des victimes pouvant prétendre à réparation et les mesures en matière de réparation qui peuvent être envisagées, mesures adéquates et appropriées et efficaces. Enfin, la juge Ibanez, dans son opinion séparée, aborde des questions relatives à des questions fondamentales dans le but de renforcer le jugement commun et apporter un éclaircissement supplémentaire en vue du stade de la mise en œuvre des réparations. De l'avis de la juge Ibanez Carranza, le jugement commun a traité les appels ou les moyens d'appel de manière pratique et son opinion séparée aborde en profondeur ces sujets qui, de son avis, sont extrêmement importants pour jeter une lumière nouvelle sur cette affaire. En dépit du temps que cela a pu prendre, elle estime néanmoins que tout cela est très important puisque cette affaire porte sur un nombre important de victimes et comprend éventuellement des victimes et des types de préjudices bien précis. Autant de facteurs qui ont servi de base pour déterminer le montant de la responsabilité financière de M. Lubanga. Par ces motifs, elle a estimé nécessaire de déposer une opinion séparée. La juge Ibanez Carranza explique de manière détaillée son avis sur les procédures en réparation pour des crimes atroces relevant de la compétence de la Cour, qui constituent également des violations graves des droits de l'homme qui sont de nature judiciaire et qui découlent de la condamnation de l'accusé. Elle tient compte des préjudices et des dégâts découlant de la violation de la prohibition criminelle des crimes commis, ainsi que des préjudices découlant des violations graves des droits de l'homme fondamentaux en l'espèce. En conséquence, et à la lumière de ce qui précède, elle considère que, eu égard au mandat imposé par l'article 21.3 et de l'article 75.6 du statut, du droit international des droits de l'homme et des normes en matière de droits de l'homme, des lignes directrices, des principes doivent être considérés et appliqués au stade des réparations. En outre, vu la nature judiciaire des procédures en réparation, le Fonds au profit des victimes, qui est une entité administrative créée par l'Assemblée des États parties,
joue un rôle complémentaire et d'appui à ce chapitre. Ces actions sont toujours assujetties à un contrôle judiciaire, à un examen judiciaire et doivent obtenir l'approbation de la Chambre de première instance. Ce rôle de soutien est différent de celui du Fonds profit des victimes en matière d'assistance. Le deuxième mandat concerne les réparations. Il ne devrait pas être et donc, il est différent du mandat assistance. La juge Ibanez explique le type de préjudice subi en définissant le type des victimes. Et lorsqu'on octroie des réparations aux victimes, une attention particulière doit être accordée aux caractéristiques de chacune des victimes à titre individuel, qu'elles soient victimes directes ou indirectes, et à titre collectif. En l'espèce, un préjudice spécifique a été causé aux enfants soldats. Et ce préjudice concerne le projet de vie. Par conséquent, l'on doit tenir compte de cette réalité et proposer des moyens de réparation ainsi que d'autres types de réparation. De la même manière, les préjudices subis par la communauté doivent être reconnus et des réparations doivent être envisagées. S'agissant des conditions d'admissibilité des victimes potentielles, elle estime que la Chambre de première instance avait le droit de procéder à une telle évaluation et d'inclure ce genre de victimes au stade de l'octroi des réparations. Les décisions relatives à la condamnation et à la fixation de la peine, en l'espèce, ont déjà tranché s'agissant de la question de l'existence de victimes potentielles, et la Chambre de première instance a le mandat de suivre ces conclusions en matière de réparation. Cela étant, même si aucune décision n'a été prise à cet égard, elle admet qu'existaient des circonstances exceptionnelles qui auraient pu permettre à la Chambre de première instance de rechercher, d'évaluer, de déterminer les victimes potentielles et de les prendre en considération au titre des réparations en déterminant le montant de la responsabilité financière de M. Lubanga. La charge de la preuve dans le cadre des procédures en réparation pour des crimes ignobles comme ceux qui nous intéressent ne peuvent être incombées uniquement aux victimes. La Cour, au titre de la règle 97.2 du règlement de procédure de preuve, a le pouvoir de désigner des experts et de leur demander de définir le préjudice. Dans des cas impliquant des crimes de masse où les victimes ont tout perdu, et eu égard à la portée de leur qualité de victime, au préjudice subi et le lien de causalité, pour toutes ces raisons, la Cour doit recourir à l'aide d'une équipe professionnelle pluridisciplinaire et technique. Cela doit se faire également au stade de la mise en œuvre dont est chargé le Fonds profit des victimes. S'agissant des crimes qui constituent des violations graves des droits de l'homme et qui relèvent de la compétence de la Cour, le droit humain à réparation doit être la base de toute recherche de la vérité et de la justice. Les réparations doivent en conséquence être adéquates, appropriées et efficaces, et doivent se fonder sur le principe du restitutio in integrum, donc une restitution intégrale. Ils doivent tendre à rétablir la dignité et à permettre aux victimes de refaire leur vie en tant qu'êtres humains, à titre individuel ou à titre collectif. À cette fin, la procédure de réparation et le stade de la mise en œuvre en l'espèce doivent s'inspirer des droits de l'homme et des normes en matière de droits de l'homme reconnues à l'échelon international. Ce qui m'amène à la fin de ce résumé. Il ne me reste plus qu'à rappeler que ce résumé ne fait pas foi, puisque seule la version qui vous sera notifiée ultérieurement fera foi. Je remercie les interprètes, les sténotypistes et tout le personnel du greffe pour leur assistance fort précieuse aujourd'hui dans la tenue de cette audience. L'audience est levée. All rise.